Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous présenter cette nouvelle émission de Voilà la voix, cette nouvelle chaîne qui présentera essentiellement des comédiens voix off, mais également d'autres artistes à l'avenir. Alors à chaque épisode, j'inviterai un comédien afin d'échanger sur le métier, son parcours, sa vie professionnelle, sa carrière, ses anecdotes. Vous pouvez suivre cette émission sur YouTube ou bien en format audio sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Et pour ce tout premier épisode, je suis très heureux de vous présenter Éric Lebray. Éric, comment vas-tu? Mais ma foi, très très bien. Je suis très heureux de participer à ta première émission. Puis ça me fait très plaisir de te voir parce qu'on avait échangé jusque-là par texte. Et puis bah là, on se voit. Exactement, moi je suis ravi de t'avoir parce que déjà je Tant vais mieux. apprendre à te connaître, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, voilà. Comme tu dis, ça fait de 15 jours, 3 semaines je crois que on a Ouais, travaillé sur le projet du Château de la Gentillesse pour les histoires audio de Bibi. très beau Et projet. c'est là du coup, c'est par rapport à ce casting-là que tu as postulé. Après on a commencé à échanger, c'était hyper sympa. Et du coup je suis ravi de t'accueillir pour ce tout premier épisode. Donc c'est vraiment cool. Pareil. Donc Eric, je vais te demander de te présenter en quelques lignes, Alors en quelques lignes, Éric Lebray, quelques comédien phrases. voix. Quelques phrases. Allez, on fait des phrases. Comédien voix, 63 ans, une longue carrière d'études de philosophie, d'ébénisterie et puis d'informatique. Et puis il y a 3 ans, un revirement complet où je plonge dans ce qui a toujours été plus ou moins ma passion, on va dire l'artistique, avec les formations pour devenir comédien voix. Voilà. As-tu des relations dans la famille qui ont été artistes ou pas du tout, qui t'ont entraîné là-dedans ou rien à voir? Il y a pas d'artiste dans la famille. En tout cas, jusqu'à très tard, j'ai pas su qu'il y avait des artistes. J'ai découvert sur le tard que mon père avait fait du trombone. Et le jour où Ouais. j'ai découvert, je me suis dit, bah tiens, mais moi aussi, je peux faire des choses. Et j'ai commencé à faire de la musique. Ça a été mon premier pas dans l'artistique. Ça a été la musique, le saxophone, la batterie et le chant. Et puis après le théâtre. Mon épouse m'a mis dehors en disant, t'as besoin d'avoir des activités autres que ton boulot d'informaticien. Et elle m'a fait rejoindre une troupe de théâtre amateur. Et là, j'ai découvert un monde. J'ai pris une claque. Un an après, j'étais sur le Festival d'Avignon à jouer. Et depuis, j'ai toujours alterné théâtre, musique, etc. Jusqu'à ce que par hasard, une recruteuse de société informatique me dise, mais vous avez une belle voix, vous parlez bien, vous avez l'éloquence, pourquoi vous ne seriez pas comédien voix? C'était il y a 3 ans et je ne connaissais pas du tout le métier de comédien voix. Voilà, donc revirement. Alors pourquoi elle t'a poussé au théâtre, ta femme? C'est intéressant du coup. Bah parce qu'elle trouvait que je faisais trop d'informatique. C'est vrai que quand je me suis lancé en informatique, je n'avais pas des études d'informaticien, donc j'ai bossé comme un arracheur de dents pour aller au plus haut possible en termes de connaissances. Et que j'étais assez monomaniaque. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai toujours traité donc ma famille d'abord, mes enfants, etc., mais le boulot prenait beaucoup de place. Et elle sentait que j'avais besoin d'aller m'exprimer. Et j'ai toujours eu une propension à être bavard, à faire le guignol, à essayer de faire des phrases, etc. Et elle sentait que ça allait bien me coller. Voilà. Parce qu'en famille, on a avec mes amis, j'ai toujours fait, entre guillemets, des mini-prestations, on va dire. Alors la musique, qu'est-ce que tu faisais exactement? Alors, en musique, j'ai commencé par la batterie avec un troupeau de potes. On a commencé par du punk, on tapait sur des gamelles. Je crois qu'il n'y avait que le guitariste qui avait fait 10 ans de guitare, mais tous les autres, on n'avait jamais touché un instrument. Donc, on s'est lancé là-dedans comme des fous furieux. Je me souviens d'avoir fait des répétitions avec un bassiste, on jouait 10 heures par jour. Enfin, c'était des grands malades, quoi. Donc, ça a bien marché. Et puis la musique, comme le théâtre, c'est un art de partage pour moi. Et petit à petit, avec les études, avec le travail, etc., bah, cette bande de potes s'est un peu disloquée, on va dire. Et aux alentours de 86 à peu près, bah, il y avait plus de musiciens autour. J'ai fait plein de trucs, hein, ceci dit, un groupe punk, j'étais dans des harmonies, j'étais dans des orchestres à plectre, j'accompagnais à la batterie, j'étais dans des chorales. Enfin bon, il y a 10 ans, je créais une chorale en région parisienne. Enfin bon, il y a 10 ans aussi, je commençais à faire des animations en mariage, à chanter dans des manifestations publiques. Enfin bon, en musique, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai même chanté en cathédrale, à un quatuor, sur une messe, euh, avec un groupe de chanteurs. Ils étaient quatre, et puis il y en avait un qui manquait. On m'a dit, tiens, il faudrait que tu nous files un coup de main. En une semaine, je me suis formé, j'ai fait ça. Donc j'ai aussi de la musique classique dans mes attributions. Voilà, plein de choses, quoi.
Ok, super. Le théâtre. Du coup, j'ai vu Oui. que tu avais fait du Feydeau, du Molière, beaucoup de classiques finalement. Pas de Shakespeare? Je sais plus. Non, pas de Shakespeare. En exercice, en travail, avec dans la classe d'Hélène Arié, oui, on a essayé d'aller se frotter à Shakespeare. Et c'est un monument. C'est vraiment un monument. Je ne sais même pas si j'oserais aller travailler sur du Shakespeare. Tellement ça me semble loin. C'est une inaccessible étoile. Dur à mettre en scène. C'est très dur à mettre en Très scène. très dur à mettre en scène. Et à jouer, c'est incroyable. Et puis quand on va voir du côté du théâtre anglais, les grands acteurs, quand on voit ce qu'ils font, sincèrement, faut s'accrocher pour vouloir s'attaquer à cette chose-là. Mais tu l'as dit, je suis vraiment théâtre classique. J'aime par-dessus tout Molière. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour le vaudeville, qui est un art hyper compliqué. Hyper compliqué. Mais qui donne tellement de plaisir et qui me fait rire, moi. Alors c'est intéressant ton parcours. On va commencer là par, enfin, on va continuer sur de la voix off et sur cette activité Ouais, de comédien-voix. Euh, c'est super intéressant d'avoir commencé par la musique déjà parce que c'est super important en tant que comédien-voix d'avoir le souffle, la respiration et d'avoir été chanteur. Ça aide énormément. Beaucoup de absolument. comédiens-voix qui ont été chanteurs et qui sont aussi chanteurs qui font la double activité. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton quotidien de comédien-voix d'avoir fait de la musique et du théâtre? Parce qu'on sait qu'il y a aussi des comédiens-voix qui n'ont pas fait de théâtre et qui sont Oui. très bons dans leur fonction, d'autres qui sont passés par le théâtre. Est-ce que toi, tu le conseilles aussi de passer par la musique, le théâtre, avant d'être comédien-voix? Alors oui, oui, il faut de la comédie. Plus que de la comédie, il faut du jeu. Et c'est peut-être le point commun entre la musique et puis le théâtre. C'est le jeu, l'envie de s'amuser. Alors que ce soit au saxophone, à la batterie, au piano, ou peu importe, ou avec la voix, si on s'amuse pas, bah déjà, c'est pas très drôle de pas s'amuser quand même, faut le dire. On va être basique. Mais je crois que les gens de l'autre côté, bah, eux, se font royalement chier. Voilà. Si nous, on ne s'amuse pas, c'est foutu. Donc, pour faire passer de l'émotion, que ce soit au théâtre, que ce soit sur une scène avec un instrument de musique ou au micro, il faut avant tout s'amuser. Donc, oui, le théâtre est une des voies royales pour moi, pour aller vers le comédien, d'abord, qui utilise sa voix dans un domaine particulier, j'allais dire ensuite, comme une spécialité. Alors, à quel moment tu as su ce que c'était une voix off? Parce que souvent, on nous dit voix off la première fois, on sait pas quoi dire. À quel moment, toi, tu as compris ce que c'était et comment tu t'es lancé après? Alors, compris ce que c'était, bah, je suis toujours en train de travailler sur le sujet, hein, c'est clair. Et puis, c'était, je te dis, il y a 3 ans. Donc, cette recruteuse qui, à la fin de l'entretien, me dit: Ah, est-ce que je peux être un peu plus personnel? Vous avez une belle voix. Pourquoi pas aller vers la voix off? Au moment où cette jeune femme me dit ça, je suis dans la totale ignorance de ce qu'est une voix off. Je regarde très, très peu la télé. J'ai eu la chance d'être très à l'aise en anglais rapidement. Donc, je regarde, et même les films coréens, du reste, je ne parle pas coréen, hein, je regarde tout en VO. Voilà, parce que je trouve que la bande son pour moi est meilleure. Donc le doublage, je connaissais pas. Voilà, j'avais pas identifié dans les documentaires qu'il y avait un comédien qui parlait derrière en fait. Voilà, j'avais pas d'émission de télé-réalité, je voyais pas toutes ces choses-là. Et je suis pas un grand fan de la pub. Voilà, pour des raisons, on pourrait passer une émission complète pour que j'explique pourquoi je suis pas un grand fan de la pub. Bon, voilà, donc moi, la voix off, je connaissais pas. En creusant, j'ai découvert que la voix off, c'était pas du bruit, c'était pas du son, c'était de la comédie. Et là, je me suis dit, tiens, il y a un truc intéressant quand même. Voilà. Alors, du coup, par quoi tu as commencé et quel a été ton parcours sur les formations? Bah, il se trouve qu'en fait, après que cette recruteuse m'ait parlé de voix off, il se trouve que ça, c'est assez miraculeux, en fait. Sur 15 jours, 4 personnes m'ont parlé de voix off. Donc, d'un seul coup, est arrivé ce vocable dans ma vie que je n'avais jamais croisé auparavant. Et la quatrième personne qui m'a parlé de ça m'a dit: Ah, moi, j'en ai marre de faire de la comptabilité, je vais me reconvertir en voix off. Je dis: Bah là, écoute, assieds-toi, tu m'intéresses. Elle avait trouvé sur Internet une formation, Lorenzo Pancino Academy, donc formation complètement sur Internet, où il y avait effectivement un protocole de formation qui était proposé. Et je me suis inscrit dans ce protocole. Donc j'ai commencé par Internet, dans la Lorenzo Pancino Academy, à faire mes premiers pas. Donc très bien, formation parfaite. Il y a des gens qui en sortent très très bien, haut la tête, et qui sont aujourd'hui de grands professionnels, hein. J'en ai quelques-uns dans mes connaissances. Mais pour moi, ça allait pas. Moi, j'étais habitué à être dirigé par un metteur en scène. J'ai eu l'habitude d'avoir un bassiste avec moi qui est avec moi sur la batterie. Enfin voilà. Besoin Et d'interaction. Ouais.
il fallait qu'il y ait de la viande autour de cette formation, quoi. Et donc, en fouillant, sachant que j'étais dans la région, et je suis toujours dans la région lyonnaise, j'ai découvert cette école de la voix, Vox Populi, sur Lyon. J'ai eu une séance de dégrossissage, on va dire, avec Nat Cazo, très grande comédienne et très belle voix off, Ouais. qui pendant 3 heures m'a secoué. J'ai dit, tu me secoues, et au bout de 3 heures, si tu me dis, c'est pas la peine, t'es une tanche, ou tu y arriveras pas, c'est pas grave, j'irai faire autre chose, j'irai faire macramé, c'est pas gênant. Et elle a eu la gentillesse de m'accepter dans les formations, donc directement sur la formation de technique de la voix off. Et ça a été ma première formation sur 15 jours, avec la rencontre de gens brillants. Euh, et depuis, j'ai enchaîné. J'en ai fait d'autres. T'en veux d'autres? Allez, j'ai Une troisième peut-être. Allez, oui, ensuite, donc j'ai compris vite que j'avais besoin d'être coaché et j'ai eu la chance de travailler avec Laurent Pasquier. C'est quand même une chance énorme, voilà. Donc je suis toujours très, très en remerciement vis-à-vis de ça. Et ensuite, j'ai trouvé une autre formation sur Paris, formation faite par Meras, Meras Formation. Après un contact avec Ingrid Lefrançois, qui est la patronne de ces formations, et qui gentiment m'a fait un petit plan pour aller faire du livre audio, qui est vraiment la chose que je préfère, je crois, par-dessus tout. Et donc, j'ai travaillé avec Ingrid Lefrançois, qui m'a mis à travailler avec Françoise Cadol, excusez du peu. Et puis j'ai continué ensuite des coachings avec des personnes comme ça. Et actuellement, je suis toujours en coaching avec quelqu'un que j'ai eu le bonheur de croiser en livre audio chez Meras et qui est une comédienne adorable, exceptionnelle et hyper talentueuse qui s'appelle Catherine Riboli. Donc voilà, depuis 3 ans, je ne fais que me former et j'espère me former pour les 50 ans qui viennent encore, continuer. Alors, du coup, tu as cité des très très bonnes formations, hein, où il y a des très Ouais. bons comédiens qui en ressortent. Moi, pareil, hein, l'école de la voix à Lyon et Lorenzo Poncino, c'est vraiment deux formations qui sont bien mises en avant et où il y a beaucoup de comédiens qui en sortent et des très bons. Euh, Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à un comédien qui veut faire de la voix off? Bah déjà, je lui conseillerais d'aller vers ce qu'il aime. Moi, j'ai croisé là, dans le cadre des formations, j'ai effectivement rencontré des gens et on ne va pas tous au même endroit. J'ai des noms de comédiens là qui vont vers le doublage parce que c'est vraiment leur passion. Moi, c'est un métier que je découvre finalement depuis peu. Donc, c'est parfait, c'est vraiment un très beau métier. Est-ce que j'aurai le temps d'aller me former pour ça? Est-ce que j'ai le talent pour y aller? Je ne sais pas encore. Moi, c'est plutôt le livre audio. Je suis plus livre audio institutionnel documentaire. Voilà, parce que ma voix, naturellement, peut-être se prête à ça. Parce que depuis 35 ans, je raconte des histoires aux mômes, parce que j'en ai eu en centre aéré, en vacances, en tout, et les miens, tous les soirs, des histoires. Donc voilà, moi je vais essayer vers ce truc-là. Donc première chose déjà, aller vers ce que vous aimez. Ça c'est déjà pour moi la chose la plus importante. Ensuite, c'est vrai qu'on est entouré, mais c'est vrai en musique, c'est vrai dans tous les domaines. On est entouré de gens qui vont nous dire: ah, t'as une belle voix, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, t'es fait pour le cinéma, t'es fait pour le théâtre, et gna gna. Contactez un professionnel. Contactez un professionnel, une Nat Cazo, un Laurent Pasquier, je sais pas, tous ces gens que j'ai pu citer, et il y en a beaucoup et des talentueux dans toute la France. Contactez-les et faites peut-être ce que j'ai fait, ce que j'ai eu la chance de faire avec Nat Cazo, en lui disant, bah tiens, on se fait un coaching entre guillemets de 3 heures, et pendant 3 heures, bah tu secoues le cocotier. Parce que j'ai vite compris, et c'est répété partout où on passe dans toutes les formations, une belle voix, c'est très loin d'être suffisant. Tu parlais beaucoup du livre audio et j'ai vu Ouais, que tu es donneur de voix pour oui, Valentin Ahuy, l'association Valentin Ahuy. Alors pour ceux qui absolument. ne savent pas, Valentin Ahuy, c'est un ancien pédagogue français qui a fondé l'école des aveugles sur Paris, qui est aujourd'hui l'Institut national des jeunes aveugles. Parle-nous de cette expérience. Bah, quand j'ai commencé à faire ça, il y avait deux objectifs avec Valentin Ahuy. Le premier, c'était d'abord d'essayer de faire des choses bien sur cette planète, de temps en temps, c'est pas mal. Et donc, pour le coup, mettre ma voix et le fait que je sache lire et que j'ai la chance de pouvoir lire au profit, voilà, au service d'autres personnes, ça me semblait une bonne chose. Et puis, c'était également un bon exercice pour moi. C'est-à-dire que chez Valentin Huy, vous recevez une liste de livres, vous sélectionnez votre bouquin, il vous l'envoie, et vous avez une espèce de contrat tacite, moral, sur lequel vous vous engagez dans le mois ou les 5 semaines qui viennent à leur envoyer l'ensemble des fichiers audio. Voilà. Donc ça, c'était aussi une manière de me cadrer
parce que j'en ai besoin. Je suis une personne qui a besoin d'avoir des horaires, des trucs comme ça. Sinon, je folâtre, je batifole, je passe de ma batterie à mon saxo. Bref, à la fin de la journée, j'ai rien fait. Là, j'avais besoin de me mettre. Je me disais, bon, ben, pendant 2 heures le matin, bim, tu enregistres ton bouquin. Ça m'a permis de travailler ma diction, etc. Donc, c'était une très belle, et c'est toujours une très belle expérience. Voilà. Alors après, je vais tout de suite te donner le défaut de la chose, c'est que donc j'ai beaucoup travaillé tout seul. Et là, c'est peut-être aussi un conseil que je peux donner. Travailler tout seul, c'est bien, il faut travailler seul. Il faut s'enregistrer, il faut se réécouter, il faut se prêter une oreille critique. Mais là, je suis tombé sur deux écueils. Le premier écueil, c'est qu'en fait, à force de lire tous les jours, et j'ai une trentaine de bouquins que j'ai enregistrés pour eux, en fait, j'ai mis en place une routine de lecture. Et j'ai perdu une certaine forme de naturel qui fait qu'à chaque phrase, je vais dire un mot qu'on ne doit pas dire comme ça sur les ondes, mais c'est Laurent Pasquier qui m'a dit ça et ça m'avait marqué. D'autres comédiens me l'ont dit après. Il m'a dit à chaque phrase, on doit se dire putain, qu'est-ce qui va se passer? Nom de Zeus. Voilà, je mettrai un nom de Zeus, moi. Nom de Zeus, qu'est-ce qui va se passer? Et boum, tu rentres dans ta phrase. Et en lisant en automatique comme ça, jour après jour, heure après heure, j'avais pris une espèce de routine de croisière. Et la deuxième chose, c'est que je suis mon ingénieur du son quand je fais ces choses-là, parce que pour Valentin Huy, on travaille avec son matériel. Et j'ai développé une oreille presque trop critique, en fait. C'est-à-dire que le moindre bruit de bouche, bim, je recommençais ma phrase. Et ça m'a... Voilà, c'était un peu sympa. Donc le conseil, que si tant est que je puisse donner des conseils, c'est travailler avec des professionnels, écouter les professionnels. C'est eux qui ont la capacité de vous dire ce qui est bien ou ce qui est moins bien. Et puis aussi, travailler avec eux pour sans arrêt qu'ils vous corrigent, qu'ils vous aident, qu'ils vous épaulent et qu'ils vous mènent dans la bonne direction. Écoutez, écoutez, écoutez eux. Parce que moi, autour de moi, tout le monde est content. Tout le monde est content de ce que je fais. Sauf moi et les quelques pros avec lesquels je continue à travailler qui me disent non, mais là. Est-ce que tu as des références dans ce métier? Bah, la première référence à laquelle je pense, c'est Benoît Alemann, qui est le premier livre audio que j'ai écouté. Encore mon épouse qui m'a dit tiens, écoute ça. Et j'ai écouté cette voix, cette manière Alors pour de ceux qui ne savent raconter. pas, Benoît Mann, c'est aussi la voix française de Morgan Freeman. C'est ça, ce que j'ai découvert après, moi, du coup, parce que je connais la voix de Morgan Freeman, mais lui, j'ai écouté depuis. Hmm. Il a presque une voix plus belle, d'ailleurs, que Morgan Freeman lui-même. C'est un des rares cas où, quand je fais l'effort d'aller écouter de la VO, je me dis, là, non, non, Mais lui, il y a des acteurs étrangers où le ouais, PF, elle leur colle à la peau, quoi. Moi, je ouais, sais c'est vrai. que Boris Rélinger, qui, j'espère que je prononce bien son nom, qui double Jason Statham, on dirait que, mais Parfait. limite, ça lui va mieux sa voix française que américaine, quoi. C'est un truc de fou. Donc, il y a vraiment des voix françaises, ça leur colle à la peau, quoi. Donc, Absolument. à part Benoît Elleman, t'en as d'autres? Bah écoute, moi enfin, à partir du moment où j'ai croisé les Laurent Pasquier, François Cadol, Catherine Riboli, voilà, et puis j'ai eu tous ces gens-là qui sont mes phares. Voilà. Moi, je suis peut-être d'une génération qui travaille par admiration. C'est-à-dire que je suis pas d'une génération qui regarde vers le bas en disant ah, il y en a qui sont moins bien, donc moi je suis pas mal. Ça, c'est pas dans ma manière de penser. Je suis toujours guidé vers un truc haut et peut-être même inaccessible. Et c'est vrai que mes héros sont plutôt des prix Nobel que, allez, on va le dire, que des chanteurs de la Star Academy ou d'une love story quelconque. Et donc, moi, les Françoise Cadol, quand je la vois doubler Angelina Jolie, c'est pareil. C'est dedans, quoi. Ils ont du talent, ils sont sur des productions qui respectent leur public et donc ils font des choses merveilleuses. Donc là, il y en a plein comme ça. Il y en a plein que je suis fou quand je les entends, quoi. Et Ben, même des voix de pub. Il y a des voix de pub. Alors je sais pas des fois les noms, mais il y a des pubs, je les écoute, je dis mais lui, qu'est-ce qu'il parle bien. Voilà. Donc faut que j'aille creuser tout ça. Mais je reste, je limite, je limite mes héros. il y Parce en que a énormément, mais après, ce ah qu'il oui, faut faire attention avec les références, c'est que on va vouloir faire du mimétisme un peu. On va vouloir un peu prendre leur technique et tout. Mais non, il faut ouais, trouver sa voix à soi, en fait. à soi, exactement. C'est ça. Parce C'est qu'on va chercher à fabriquer quand on a une référence, etc. Alors que non, même les coachs vont le dire, il faut que tu oui. utilises ta voix à toi. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est le plus difficile. À part les livres audio, est-ce que Ouais. tu as d'autres activités? Bah, je m'amuse beaucoup à faire des podcasts.
Hmm. J'enregistre beaucoup de choses. C'est un peu le sujet sur lequel on s'est retrouvé du reste, C'est vrai. puisqu'on a sur cette première aventure enregistrée, le château de la Gentillesse. En fait, l'idée c'était d'être passeur de voix et peut-être d'accompagner des gens à passer leur voix pour avoir une espèce de transmission peut-être intergénérationnelle ou autre, mais pour conserver la voix de gens qu'on aime ou pour passer un message avec notre voix. Et donc, moi, je travaille beaucoup sur ça. Alors, c'est pour ça que je m'amuse à faire mon calendrier de l'Avent, parce que, ayant toujours raconté des histoires à mes enfants, et j'ai vu l'impact positif du fait de raconter des histoires à ses enfants, puisque Christine et moi, enfin mon épouse et moi-même, racontions des histoires à nos enfants tous les soirs. On sait que nos enfants ont été bercés par ça, et ça les a accompagnés dans leur chemin vers peut-être un jour devenir adultes, ces grands couillons. Et donc, j'ai envie de passer ça. Donc, les histoires de l'Avent, c'est 24 histoires avant Noël. Je l'ai fait l'année dernière, je le refais là. Je me suis donné un challenge également pour travailler, c'est enregistrer des nouvelles, une nouvelle par semaine. Donc voilà, je me suis amusé à faire ça, 52 nouvelles sur un an. Et puis, j'essaye de travailler avec qui veut bien de moi et essayer de travailler pour des bonnes causes. Et c'est pour ça que, mon cher Alexis, nous sommes connus. Voilà, parce que j'ai trouvé que ton projet de passeur de voix, entre guillemets, me plaisait bien, me plaisait beaucoup. Bon, voilà, bah, de toute manière, il faut travailler sur des textes, il faut enchaîner sur voilà, des contes, des histoires, voilà, Ah non. plein de choses différentes. Donc, c'est comme ça, de toute manière, qu'on y arrive. Et comme je dis, on n'est pas très bon sur toutes les spécialités. Voilà, faut se dire qu'on y va pas à pas. Si tu aimes le livre audio, bah, comment continuer avec le livre audio et tu enchaînes et tu en fais plusieurs. Et après, tu te diras, bah tiens, je vais vouloir faire autre chose, travailler sur autre chose. Voilà, ça vient petit à petit, donc c'est cool et ça se déroule bien. Des personnalités du métier. Alors, t'en as cité hein, quelques-uns. Oui. Est-ce que t'en as rencontré d'autres sur des sessions que tu as faites? Je crois que tu as enregistré chez Blind, c'est-à-dire Ah oui, les Studio oui, ah oui, Anatole, il me oui, semble, ah oui, après absolument. avoir parcouru ton T'as, profil. t'as travaillé ton dossier, Euh, toi, dis donc. oui, c'est ça. Est-ce que tu as aussi des anecdotes, du coup, sur toutes ces sessions-là, etc. Anecdote sur ça, non. Par contre, plaisir de me retrouver chez Anatole. C'est Laurent Pasquier qui m'a emmené vers Anatole en me disant, enfin un jour j'ai dit, tiens, j'aimerais bien voir comment tu bosses toi. Parce que une fois de plus, voir les gens travailler, ça donne des clés. Quand on voit quelqu'un qui est à la barre qui double, on voit sa manière d'appréhender l'écran, sa posture, sa manière d'anticiper les phrases, le suivi de ses yeux et tout. Donc pour moi, c'est vraiment très très important de voir mes pairs dans leur art, Les et mots. donc parce que je vais aller apprendre des choses. Alors première anecdote, en suivant Laurent Pasquier. Il a fait dans la matinée, il était convoqué pour faire quatre petites séances sur principalement quatre BD. Et là, moi, j'ai vu Laurent Pasquier passer d'un cheval à un capitaine de l'armée sudiste, puis ensuite passer euh, euh, sur un gros nord-américain, enfin africain, qui était dans une chaise à moitié bluesman, etc. Enfin, bon, il est passé comme ça sur quatre rôles différents, avec une dextérité absolument incroyable, parce que il écoutait le pitch, on lui envoyait, il jouait. Et bien souvent, en une prise, c'était emballé. Incroyable. Et pire, entre deux studios, un ingénieur du son le rattrape, lui dit: Ah, le truc qu'on a fait le mois dernier, le client veut changer souper en dîner, dans une phrase, etc. Laurent dit: Ok, on y va là? Ouais, on y va. L'autre lui dit: C'est à tel moment, tu sais, tu vois ta fille, etc. C'était une série turque. Il lui dit: Tu veux que je te le repasse? Non, 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 c'est bon, vas-y, balance. Et là, Laurent Pasquier donc voit la phrase arriver, rejoue le texte, c'est enregistré. Le gars écoute, il dit: C'est parfait, mon Lolo, tu peux y aller. Et là, j'ai dit: Non, là t'exagères. Là, c'est pas possible. Comment est-ce que tu fais pour te souvenir de toutes ces voix? Et il m'a dit: Je ne me souviens pas des voix, du tout. Et il m'a donné la plus belle leçon de doublage que j'ai entendue. Il m'a dit: Quand tu vois ton personnage, quand tu vois la situation, tu vas créer ton personnage, tu vas prendre sa posture, tu vas rentrer ou tu vas faire rentrer, comme au théâtre, tu vas faire rentrer le personnage en toi. À partir de là, la voix, c'est la voix de ton Ça déroule. personnage.
Ça Ça déroule déroule assez tout vite, ouais. seul. Donc c'était tout à fait impressionnant. Donc ça, c'est vraiment une leçon de doublage monstrueuse que j'ai prise à cet endroit-ci, C'est quoi. clair. Ça C'est a été clair. grand, ça. Mm. Et puis j'ai fait des trucs qui m'amusent beaucoup, je le dis, parce que s'il y en a qui un jour se voient proposer ça, bah faut y aller. J'ai fait une séance donc de d'ambiance chez Anatole, puis j'ai refait des séances d'ambiance manga chez Obahamas. Et là, là j'avoue que j'aime beaucoup parce qu'on se retrouve à 6 7 comédiens derrière la barre, bon, en gros, à hurler comme des gorées, à s'exclamer, à parler, à faire des tas de choses, à jouer autour de la barre pour se passer le micro les uns après les autres. C'est Et excellent, ça. donc, C'est entraînant en plus, hein. Ouais. ouais, puis c'est, une fois de plus, il y a un partage, quoi. Et puis c'est très drôle. C'est très très drôle. On s'amuse beaucoup à faire ça. On est dans le jeu complètement. Et ça, c'est peut-être la deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que tant qu'on n'est pas dans le jeu, tant qu'on n'est pas dans je m'amuse, c'est pas évident. C'est pas évident. On doit pouvoir s'amuser, entre guillemets, même avec du dramatique. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu. Voilà, on va rentrer dedans, on va rentrer dans son personnage. Et peut-être que si je concluais là sur cette petite aparté, Mm. pour revenir sur le théâtre, il y a peut-être une chose que je pourrais conseiller, et en tout cas qui m'a été conseillée et que je conseille à mon tour, c'est le théâtre d'improvisation. Ouais. Quand j'ai fait du théâtre, on rentrait dans des rôles en 2 mois, 3 mois. Là, quand on arrive, même dans les séances d'ambiance, à un moment donné, il y a des petits rôles secondaires. Bah, le petit rôle secondaire, c'est tiens, toi tu viens là, hop, alors là, tu es là, tu arrives, tu descends de cheval, tu te mets à genoux devant ton seigneur et tu lui annonces que l'ennemi a ceci, cela. Allez, vas-y, à toi. Bah, il n'y a pas 2 mois, hein. Il n'y a pas 2 mois pour réfléchir en se disant oui, alors il fait 53 kilos, il fait 1,75 m, donc sa voix, gna gna gna. Non, t'y vas. Et là, il y a des comédiens que j'ai vus, notamment en formation, euh, aucun souci, quoi. Ils écoutent le pitch et ils y vont directement. Ils se posent pas de questions. L'expérience. Mm. Il y a l'expérience, il y a l'amour du jeu, il y a l'habitude d'entendre de la VO, et puis cette capacité à se lâcher et à aller s'amuser, quoi. Mm. Ils se questionnent pas. Moi, c'est vrai que tous mes personnages, jusqu'à ce que je rencontre ces voix off, ça a été de la réflexion. Comment je vais faire? D'où il vient? Où est-ce qu'il va? Où il sera après la scène? Voilà. Bah, c'est pour ça Euh, qu'on nous dit souvent en formation que on est prêt lorsqu'on voit un texte et que hop, ça y est, on a le truc, quoi. Mais ça c'est vient ça. avec l'expérience et tout. Exactement. Et mais alors, c'est bien parce que du coup, tu as été formé dans des très bons établissements. Tu fais du livre Absolument. audio, Mm. tu as déjà fait des voix d'ambiance. Donc déjà, tu as fait pas mal de choses. Et j'ai vu aussi que tu étais professeur. Tu as, Ah, tu as animé un atelier de doublage dans le cadre du Salon du Livre et de la BD de la couture. Alors, la couture, la ville, hein. C'est oui, pas le c'est salon ça. du livre et de la BD et de la couture, la ville. Parle-nous de ça, c'est cool. Ah, c'est très cool. Et j'y retourne cette année. Enfin, au Ah, début ça va être février magnifique. 2025, j'y retourne. Je suis à nouveau invité à y aller. L'idée, c'était de faire bosser des enfants sur du doublage. Donc, on les accueille, on leur fait choisir une BD, un truc qui leur plaît, et puis roule, mon petit bonhomme, vas-y. Donc, c'est plus une activité, je dirais, de DA, où on va amener les enfants, les dire, non, non, voilà, alors là, ton personnage, il fait ça, vas-y. Changer les mots, tiens, refais-moi la phrase avec ça. Leur apprendre la synchronisation, etc. Donc, il y a un petit peu de théorie, beaucoup de pratique. Et puis, on amène les parents, parce que c'est rigolo de voir les parents derrière les enfants qui sont en train de voilà, qui sont en train de labialiser ce que doivent faire leurs enfants. Donc là, tiens, viens là, mon grand. Viens là, mets-toi à côté de ton fils, tu vas jouer avec ton fils. Donc c'est un grand, grand, grand plaisir de les voir s'amuser sur ça. Moi, ça m'amuse énormément. Je travaille beaucoup avec des enfants sur ce genre de choses parce que ça fait partie des choses que j'aime, cette passation de la connaissance. Donc j'y retourne cette année Ah mais c'est un grand et on va moment de bien se marrer. partage en plus avec les parents et les Ah ouais. enfants. Ah, mais absolument, Ah oui, c'est absolument. incroyable. On donne des meilleurs conseils aux autres que nous-mêmes. Et je pense que ça doit arriver aussi, et ça doit être terrible de se dire, oh mais pourquoi j'y arrive pas ce texte alors que ce serait un autre, j'arriverais à lui donner des conseils, quoi. C'est fou. Toi, c'est quoi ton recul par rapport à ça? Bah d'abord déjà, c'est qu'il y a 2 métiers dans ça. Il y a le métier de comédien et il y a le métier de directeur artistique. Ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, je sais que je suis tout de suite meilleur, on va dire, je pense, quand je suis dans le gratuit, dans le don et dans le partage. Dès qu'il commence à y avoir un enjeu qui me touche ou pire, qui ne concerne que moi, hop, d'un seul coup, j'ai envie de, je sais pas,
Je me bloque et j'ai du mal à m'appliquer effectivement les conseils que je donne aux autres avec une grande liberté. Et tu l'auras remarqué quand on arrive à un moment donné, parce que là avec les enfants ou les parents, des fois, faut montrer l'exemple. Quand tu vas faire le travail de doublage, tu vas être bon là, mais c'est pas enregistré. Et moi, quand je suis pas enregistré, il y a des choses que je fais bien. Je chante très très bien sous ma douche, hein. Très très bien sous ma douche. Et il y a Donc, que ta femme qui pourrait témoigner ou tes enfants. Je pense que tes enfants vivent plus à la maison, je pense. non, non, ils sont sourds. Oui, ah, bah c'est pour ça alors. Ah, c'est super. Donc tu refais, c'est quand ça, l'atelier de doublage, c'est quel jour? Ils vont m'envoyer les dates bientôt, c'est début février, comme l'année dernière, ouais. Ah, À la Couture, dans le Nord, à côté de Béthune. Voilà. et peut-être des On va bien enfants s'amuser. que l'on verra plus tard ou que l'on entendra. Qui sait? Oui, ah bah pourquoi pas. D'ailleurs, Eh oui, comment tu absolument. vois, toi, un peu tout ce qui est concurrence, les tarifs aussi. Voilà, on va commencer à grincer des dents. Effectivement. Oui, la concurrence, les tarifs, voilà, et les plateformes en général. Alors moi, j'ai un regard un peu particulier parce que j'ai quand même fait des métiers d'artisanat il y a 40 ans. J'ai fait ensuite 35 ans d'informatique, donc dans des grosses entreprises. Donc tout ce qui est concurrence, etc., je porte pas le regard que l'on peut porter quand on est uniquement dans un milieu artistique. Moi, la concurrence, ça me fait pas peur. Il y a des gens qui sont meilleurs, il y a des gens qui sont peut-être différents. Après, le choix, il se fait pas forcément sur des choses que l'on maîtrise. Donc, il y a des gens qui gagnent des contrats et puis d'autres qui les ont pas, bien évidemment. Bah, c'est la loi du marché, c'est comme ça, quoi. Après, sur les tarifs, là, j'ai une politique qui peut-être va être différente. Le premier livre audio que j'ai enregistré maintenant, que j'ai commercialisé, enregistré il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait le tour des professionnels que je connaissais pour dire à quel prix est-ce que je me vends. Parce qu'il est hors de question que je me vende à un prix au rabais, quoi. Parce que c'est pas bon pour la profession. Je suis pas dans la profession, mais je vais y aller un jour et j'aimerais qu'on nous respecte tous de la même façon. Si on a choisi ma voie, c'est que je correspondais. Maintenant, les tarifs doivent s'aligner. Donc, je cherche effectivement à avoir des tarifs professionnels. Et si je passe pas sur ces tarifs-là, eh ben, je ne passe pas. Et puis, c'est tout. Et puis, ce sera soit un vrai pro qui l'aura parce que c'est lui qui l'aura, soit c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, se dégrader pour avoir ce truc-là. Pour des raisons qui lui sont propres. Voilà, moi je juge pas ces raisons. Je trouve que c'est dommage. Après, il y a des gens qui sont contraints parce que la vie demande à payer un loyer, se nourrir, etc. Donc, très difficile de porter un jugement catégorique sur ce Ouais, sujet. ce que je trouve terrible, c'est que on marchande partout. Tu vas vouloir vendre quelque chose à 50 euros, tout le monde va te dire, ah bah je vous le prends à 30 ou 35. Tu vas demander un salaire plus gros, mais tout le monde marchande partout. Bah ça marche pas, en fait. Pour, mettons, une publicité ou un institutionnel, enfin n'importe quel sujet, il faut respecter aussi les prix quelque part. Il faut respecter les gens qui se disent, je peux faire ça pour 5 euros ou 100 euros ou 400 euros parce que ça dépend de leur vie, etc. Oui, Mais dans un autre sens, il faut aussi respecter les tarifs parce que à vouloir tout marchander et mettre au rabais, on en arrive à ce que tout sera au rabais un jour en fait. On entraîne ça. Et après, les gens se disent, je veux un meilleur salaire. Ben oui, mais dans ce cas-là, tirons vers le haut les choses, pas tirons vers le bas. Tu vois? ouais, c'est ça. Bah, on l'a vu dans d'autres domaines, hein. Moi, si j'ai arrêté l'ébénisterie, c'est pour cette raison-là. En fait, à partir du moment où tu as des gros producteurs de meubles qui débarquent, bah, l'ébéniste qui va travailler pendant 80, 60, enfin, 60, 80, 100 heures, 100 heures sur ton meuble, il peut pas se facturer au prix d'IKEA. Donc, il disparaît. C'est tout simple, il disparaît. Tout ce qui se Dommage. passe aujourd'hui sur la voix off, et notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, On va bah, en c'est pas, parler. ouais, c'est pas, ouais, très bien. C'est pas Justement, oui, j'allais te innocent, poser ces la choses-là. question, quelle était ta vision par rapport à l'intelligence artificielle? Et alors moi je sais que je pense que ça ne remplacera jamais. Voilà, ça va atteindre encore un niveau plus élevé, mais je pense qu'on aura toujours besoin d'excellents comédiens voix et de très bons professionnels, malgré l'évolution de l'intelligence artificielle qui va vite, on est d'accord? Toi, quelle est ta vision par rapport à ça? Bah, l'informatique, moi j'en ai fait pendant 35 ans, je l'ai vu débarquer monstrueusement dans les années, il y a 40 à 50 ans. Il y a eu des choses qui ont été créées, ce serait très difficile de faire un vrai bilan
de l'apport destruction d'emplois, création d'emplois sur l'informatique. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des tas de métiers qui disparaissent. Ça s'est vu. Moi, si j'arrêtais l'ébénisterie, c'est entre autres pour ce genre de choses, hein. On informatise, on mécanise, on a fait de la robotique, on baisse les tarifs, on cherche la concurrence à tout prix, on travaille sur la mondialisation et aujourd'hui, va chercher un menuisier qui bosse pour te faire un meuble. T'as intérêt de bien gagner ta vie parce que ça va être cher et de façon légitime du reste. Donc, ce qui va se passer sur la voie, je pense que c'est déjà arrivé à des tas de professions depuis 150 ans en fait. Mm. Donc, ça arrive. On ne pourra pas y échapper. Et ça progresse effectivement, tu l'as dit, à une vitesse hallucinante. Les experts donnaient ce qui se passe aujourd'hui pour les années 2030, 35 et des fois jusqu'à 2050. Non, c'est là maintenant. Donc ça va progresser. C'est clair. Il va y avoir de la destruction de métiers. Enfin, pas de métiers, mais de postes. Il y a des gens qui vont pas survivre à ça. C'est clair. Pour moi, c'est évident. Comme ça s'est passé sur les autres domaines. Pareil. Il y a des gens qui vont rester. Ce sont les vrais pros. C'est une évidence pour moi. Aujourd'hui, quand vous allez voir des ébénistes, ce sont les meilleurs qui sont restés. Et ce sont des gens qui ont de l'or dans les mains, qui travaillent merveilleusement bien. Les grands comédiens et voix vont rester, c'est une certitude. Et puis il y a des choses bien qui vont se faire. Là, moi je suis dans le domaine quand on regarde ce qui se fait pour les personnes empêchées de lire, on n'arrive pas à suivre, nous humains, chez Valentin Huy, pour la production de tous les romans et de tous les bouquins et de tous les documentaires qui sortent. Déjà, chez Valentin Huy, il y a un support qui est fait via l'intelligence artificielle. Et je crois même que la majorité des livres qui sont proposés aux personnes empêchées de lire sont issus de lecture informatique. Bon, ça me désole. Ça me désole, mais on n'est pas assez nombreux pour couvrir le sujet et on est dans le bénévolat, donc on peut demander à personne, on peut forcer personne de le faire. Mais il y a des choses bien qui arrivent. Dans le livre audio, je discutais avec une personne qui m'a dit dans d'autres pays qu'ici, les livres audio, on force à ce qu'ils soient enregistrés la première fois par un comédien professionnel. Un homme, une femme, un humain. Par contre, une fois qu'il a enregistré son histoire, on va s'appuyer sur cette histoire pour proposer à l'auditeur 3, 4 ou 5 voix différentes et qui vont suivre les modalités de la voix du vrai comédien. Donc, on va conserver un vrai comédien et je pense que c'est là que la loi doit être stricte et dire on ne produit pas un livre audio sans qu'il y ait au moins une lecture d'humain. Point. Et on ne sort pas de ça. On conserve cette chose-là. Par contre, dans la langue dans laquelle on l'a traduite, eh bien, on va proposer 4 à 5 voix générées à partir de modèles artificiels qui vont permettre à l'auditeur de dire bah non, finalement, moi, j'aime pas la voix de celui qui a lu en humain. Et c'est comme ça que je choisis mes livres audio. Il y a des livres audio que je choisis, que j'écoute, et non, la voix ne me plaît pas, je repousse. Si j'ai 4-5 voix derrière qui vont m'être proposées, c'est bien. Pardon. Et ce sera peut-être le moyen de trouver une conjonction entre la conservation du talent de l'humain et puis l'inévitable survenue de l'intelligence artificielle. Bon, bah, c'est cool. Merci pour ton retour, en tout cas. On est bientôt sur la fin de l'émission. Encore Oui. deux, trois petites questions. Comment tu te prépares, toi, pour une session? Est-ce que tu as des tocs? Voilà, des habitudes. Alors déjà, tous les jours, je me prépare. C'est-à-dire que tous les jours, il y Mm. a de l'échauffement, il y a de la décontraction, de l'échauffement, les virelangues, de la lecture, et après, je peux commencer effectivement à travailler. Donc pour une session, c'est pareil. Euh, Quand on arrive, mais même en formation, hein, même quand on va en formation, on Bien sûr. arrive à la première minute de formation, on a travaillé derrière pour avoir la voix déjà échauffée, etc. Donc ça, pour moi, c'est inévitable. Ensuite, j'aime bien, là, j'enregistre beaucoup, je travaille sur mes démos, j'écoute les gens que j'aime. Toi, si j'attaque demain un livre audio, bah, je pense que je vais aller m'écouter un petit coup de Benoît Allemann. Tu vois, Mm. sur, sur le vieux qui voulait sauver le monde, je vais le mettre un petit passage de 5 minutes parce que c'est un. Voilà, j'entends sa voix, ça crée un univers. Voilà, je vais être bien, ça va me décontracter. En fait, il va me rentrer dans l'univers du livre audio. Il va me couper du monde. Et moi, la préparation, c'est ça, c'est couper du monde et créer le monde qui est en face de moi pour vivre dans l'univers que je vais devoir interpréter. Ok, ben alors, c'est quoi ton fantasme? Et on parle de la voix off, évidemment. Ouais. Bon, est-ce que tu as le rôle de tes rêves? Euh, je crois pas avoir de rôle de mes rêves. Par contre, si j'avais un rêve à formuler, ce serait presque d'enregistrer une pièce de théâtre
sous un format théâtre à la table. C'est-à-dire d'être avec des comédiens, donc Mhm. ceux que j'ai pu nommer jusqu'ici, toi, être à la même table qu'eux, et puis interpréter un Molière, pourquoi pas un Shakespeare, mais jouer avec eux dans un domaine voix. Voilà, ça, ce serait quelque chose d'extraordinaire Tu pour vas moi. adapter un Molière en Oh, fiction? le jouer, mais en théâtre à la table comme on fait maintenant, c'est-à-dire qu'on a tous nos textes, nos machins, nos trucs, Ok. on est tous autour, on joue les personnages, mais ce serait pour pouvoir partager avec d'autres comédiens le jeu, quoi. Moi, ce qui me manque dans la voix, peut-être aujourd'hui, enfin non, c'est pas peut-être, c'est ce qui me manque, c'est cette possibilité de partager avec d'autres comédiens sur quelque chose. Ouais, c'est D'où, clair. d'où le plaisir que j'ai eu sur les ambiances, où on se retrouve comme ça avec d'autres gens qu'on connaît pas à faire les guignols avec un micro, quoi. Ouais, Agréable. c'est des moments super en Vraiment. plus. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver ou t'entendre et quels sont tes projets dans les semaines à venir? Bah, j'ai déjà 2 livres audio, un troisième qui va bientôt sortir, donc ils sont commercialisés. Voilà, si on fouille sur mon nom, on trouve des choses. J'ai un peu de motion picture, j'ai travaillé un peu Mm. pour l'AFPA, j'ai travaillé pour des trucs comme ça, sur du motion design. Et puis, après 3 ans de formation, je me lance réellement. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis en train de faire le tour de tous les sites où on commercialise de la voix off, et je suis en train de travailler sur mes démos pour les poster. Et j'ai établi mon listing de sociétés d'édition que je vais attaquer et mon plan d'attaque marketing. Donc, si tout se passe bien, allez, dans 6 mois, je suis sur toutes les plateformes. Ah bah c'est Et puis sinon, super. on peut aller sur YouTube si on veut écouter les âneries que je fais, donc de façon très locale pour les gens qui sont autour de moi. J'ai mon Éric Lebray Dans la vidéo, ouais. sur YouTube. Ouais, voilà. Bah, super, bah, je te le souhaite en tout cas. Eh bien, on arrive à la fin. J'espère que tu as Oui, passé un bon moment. Merci Eric. parfait. Non, mais c'est très bien, très agréable de discuter avec toi. Merci beaucoup. Eh ben, merci. Plaisir partagé. Les auditeurs, les auditrices, merci pour votre écoute. Merci encore à Eric Lebray. Alors, que ce soit sur YouTube ou même sur les autres plateformes d'écoute, vous pouvez retrouver cette émission, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube. J'espère que ça vous a plu et je vous invite également à suivre la page AJL Enregistrement Sonore sur YouTube et vous abonner à la chaîne. Dans cette production, vous pouvez écouter Espoir, la série audio en binaural, les histoires audio de Bibi sur les contes pour enfants. D'ailleurs, Eric a travaillé sur Le Château de la Gentillesse, sur le tout premier épisode. Il y aura évidemment des futurs contenus à l'avenir et des prochaines fictions sonores. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Voilà la voix. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Eric. Bonne À soirée, Alexis. bientôt. Ouais, ça marche. Et à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Au revoir. Vous êtes comédien voix et vous souhaitez participer à cette émission afin de parler de votre expérience et de votre vécu dans ce métier? Contactez-moi sur les réseaux sociaux par message privé et je vous répondrai pour préparer l'épisode ensemble et fixer une date d'enregistrement. Je vous souhaite à tous un bon visionnage, une bonne écoute et à bientôt. Ciao.